Aujourd'hui, retour sur l'investissement. On a encore un invité de choix. Sauf que là, on est aujourd'hui en ingénierie financière, en multilogement. Donc, je me présente, Nicolas Harry, PDG de la MREX, avec mon acolyte. Kevin Pepin, conseiller à la MREX et investisseur immobilier. Et on parle de time money value. Time money value, c'est comme un timeshare, ça? C'est quoi, ça? C'est la valeur de l'argent dans le temps et on peut pas avoir un meilleur invité qu'un actuaire pour parler de la valeur de l'argent dans le temps. Un actuaire, un investisseur immobilier, professeur en ingénierie financière, multilogement au MREX Collège. Philippe Foisy, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Kevin? Hey, ça va super bien. Puis Phil, on va avoir des bonnes questions pour toi, justement, parce que le time money value, c'est un concept qui est souvent nouveau pour les gens qui commencent en investissement immobilier. Ouais. Tu sais, les gens sont habitués de calculer par porte ou au MRB, mais ce temps-là est révolu maintenant. On vient vraiment apporter une vision beaucoup plus financière à l'investissement immobilier. Oui, exact. Ce concept-là de time value of money ou la valeur de l'argent dans le temps, c'est... Bon, il y a des cours de mathématiques financières à l'université. N'importe qui a un bac en finance va avoir une base de ça. Moi, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours. Parce qu'un actuaire, c'est pas juste quelqu'un qui fait juste gagner bien cher. Là. Ouais, c'est c'est quelqu'un qui travaille pour de vrai. Ça, ou que tu sais pas c'est quoi qu'il fait. Ouais, c'est ça. Soit que tu sais pas ce On qu'il sait fait, qu'il a un soit gros qu'il fait salaire, beaucoup on d'argent. sait qu'il fait des maths, mais... Personne ne comprend ce qu'il fait dans son pas bureau. trop qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, je parle même avec des collègues dernièrement, puis l'actuariat traditionnel bouge beaucoup, puis ça s'en va vers un peu des nouvelles sphères. Puis je dis le bon titre pour nous, ça devrait être des ingénieurs financiers, dans le fond. Ouais. C'est que c'est des systèmes financiers, que ce soit un régime de retraite, puis je sais que je suis pas là pour parler de ma profession, mais que ce soit des régimes de retraite, des produits d'assurance-vie, des produits plus complexes, c'est l'ingénierie financière derrière ça, puis la valeur de l'argent dans le temps. Ouais. C'est des cash flows, que ça pour la retraite qu'on va devoir payer dans 20, dans 30 ans, puis qu'on investit aujourd'hui pour pouvoir payer ces cash flows-là. Ça introduit le concept de... Ce qui est super applicable, parce qu'en ingénierie financière, multilogement, ce qu'on enseigne, on enseigne justement à contrôler le temps, à contrôler l'argent dans le temps, parce qu'on sait que le temps est limité, parce qu'on ne vivra pas à jamais, même si on espère le faire un jour. Puis aussi la notion de gestion du risque. Exact. Parce que dans un marché comme qu'on est aujourd'hui en immobilier, on est dans un marché où on n'a plus vraiment de vent dans les voiles. On est dans un marché qui devient de plus en plus financier. La barrière à l'entrée devient plus élevée. Ça prend plus de cash pour jouer dans la game. Il y a des plus gros joueurs. Puis finalement, c'est plus vrai que les blocs font juste apprécier naturellement puis prendre bien de la valeur année après année, comme c'était le cas à la fin des années 90 puis des années 2000. Donc, c'est là qu'il faut être capable de maîtriser justement des concepts d'ingénierie financière puis des concepts comme tu fais comme actuaire également et comme investisseur immobilier. Non, exact. Puis, c'est depuis que je fais peut-être 2-3 ans que je fais de l'investissement immobilier plus intensif. Puis, c'est ce que j'aime, de transposer mon métier puis ma vision des mathématiques financières puis de l'argent dans le temps à l'immobilier. Parce que c'est un domaine que traditionnellement, comme Kevin disait, on calculait le coût par porte, des chiffres qu'on pourrait dire que... On pourrait utiliser le terme statique. C'est un environnement statique. Je regarde un chiffre. Le TGA. C'est ça. Même le TGA, n'importe qui qui a une base en mathématiques financières d'université, c'est que c'est juste la formule d'une valeur actuelle d'une perpétuité. Mais une perpétuité, par exemple, d'un montant stable. Fait que c'est le même montant chaque année. Comme si les revenus n'allaient jamais augmenter. Ça n'allait jamais changer. Puis que tu achètes le bloc cette année en 2018, puis 2019, 2020, 2030, c'est une copie-collée de 2018. C'est totalement faux, là. Tu sais, puis quelqu'un pourrait arriver avec ce raisonnement-là, dire j'ai acheté un bloc à un TGA de 5 puis tu l'as acheté à 4,5 j'ai eu un meilleur deal que toi. Mais que lui, il n'y a aucun potentiel futur, ou tu sais, il y en a, mais vraiment limité, comparé à celui de 4,5 qui a un meilleur potentiel futur, puis que dans la formule mathématique, on verrait des cash flows qui grandirait beaucoup plus rapidement. Puis également, c'est quoi la période de temps de cette optimisation-là? Parce exact. Que tu pourrais acheter un immeuble à 5 de TGA, ou mettons, on va dire même, tu as trouvé un deal. Tu as vraiment trouvé tout qu'un deal, comme les gens disent. Tu achètes à 5,5 de TGA. Fait que tu achètes quelque chose qui est en bas de 20 fois les revenus nets, mettons, on va dire à Montréal. Fait que tu as eu un assez bon deal. Puis une autre personne achète à 5 de TGA ou à 4,8. Mais ce qui va aussi affecter l'acquisition, c'est quoi l'optimisation potentielle à faire, mais quand? Parce que tu pourrais même acheter 2 immeubles à un TGA pareil, mais s'il y en a un que les optimisations sont possibles dans les 3 premières années, versus l'autre, les optimisations sont possibles dans les années 3 à 5,
finalement, c'est pas la même C'est pas du tout transaction, la puis même c'est pas le chose. même TGA. Réellement, si on actualise, si on met une composante temporelle dans le TGA, puis qu'on le rend moins Ouais. statique. Là. D'où le TGA qui est même une mesure statique qui compare pas bien ces choses-là, C'est parce ça. que tu le dis bien, en comprenant la valeur de l'argent dans le temps, on va tasser tous ces indicateurs-là, puis on va vraiment juste regarder ça. Par exemple, le bloc, que je peux récupérer mon argent dans les années 1 à 3 versus l'autre 3 à 5, à 7. Puis il y a toutes sortes, après ça, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Il y a toutes sortes de structures financières de cash flow qui peuvent sortir d'un immeuble. C'est pour ça que nous, on va parler beaucoup plus. Hein, puis depuis quelques années, moi, je le pousse beaucoup sur les médias sociaux aux gens d'apprendre à comprendre, au moins minimalement, mais idéalement à maîtriser plutôt les concepts de TRI puis de vente. Donc, le taux de rendement interne, la valeur actualisée nette, beaucoup plus que des concepts de... Écoute, on oublie le prix par porte, là, on n'est plus là, on n'est plus en 1988, là, mais même le TGA, j'entends beaucoup de courtiers parler de TGA, puis si je comprends, c'est leur travail de faire une transaction présentement, mais si tu veux un courtier qui va te conseiller comme investisseur immobilier, puis que son ratio le plus important, c'est le TGA, bien, c'est sûr qu'il ne pourra pas te conseiller. Il faut parler de TRI puis de vente, finalement. Non, exact. Puis le TGA, moi, je le comprends bien, puis je suis capable de parler de TGA avec quelqu'un autour d'une table parce que je l'utilise pour parler le même langage que les autres, puis vraiment pouvoir avoir des bases comparables, puis vraiment pour une discussion avec les gens qui utilisent ça, savoir de quoi je parle. Mais ultimement, il n'y a aucune de mes décisions d'investissement qui va être basée sur cette mesure-là, que sur le MRN. Je vais vraiment, comme tu disais, la VAN, qui est la valeur actuelle nette. Puis qu'en fait, en finance à l'université, c'est ça qu'ils apprennent, pas juste aux actuaires, là, n'importe qui fait un cours de maths financière à l'université, puis que les classiques là, de problèmes que tu analyses, la rentabilité d'une mine, puis là, tu regardes les cash flows de la mine, c'est toujours une mine. Ouais. Puis à la fin, tu as la valeur résiduelle de toute la machinerie que tu as achetée au début puis que tu as amorti. Puis à la fin, tu revends le terrain, tu dois décontaminer le terrain. C'est un classique d'université, mais c'est la vanne qui vont prendre tous les flux monétaires de ce projet-là, puis les actualiser au temps zéro pour dire j'ai le choix entre la mine A, la mine B ou un autre projet qui n'est pas une mine, mais qui... Puis là, je veux savoir c'est quoi ma rentabilité, c'est lequel projet je devrais choisir selon le niveau de risque. Puis la vanne va te dire c'est quel projet choisir. Puis c'est ça qui est utilisé en finance, pas juste les actuaires qui calculent des vannes ou des valeurs présentes là, sur des flux monétaires. Tout ce qui est en achat d'entreprise. C'est exactement. C'est quelqu'un qui... Ultimement, on parle de même les titres boursiers, on parle d'Apple. Ouais. Oui, le monde, ils disent « Ah, ça se transige, j'attends de fois les revenus. Ouais. » Mais ça, c'est des règles de pouce que les analystes se font entre eux. Ultimement, pour vraiment déterminer quelqu'un qui voudrait acheter cette compagnie-là, faire une acquisition... C'est quoi la vraie valeur derrière cette compagnie? Ils vont regarder, ils vont faire des projections de flux monétaires futurs, ils vont appliquer les principes de la vente, du TRI, puis vraiment, puis toujours comme tu regardes jamais une mesure en isolé, ils vont regarder d'autres choses, mais c'est vraiment, tout le monde va revenir à cette mesure-là, parce que c'est ça qui te dit la valeur de l'argent dans le temps, puis comment que tu récupères ton investissement. Revenons à la base de tout ça, parce que c'est sûr qu'il y a des gens en ce moment qui écoutent que, oui, ils ont fait les cours d'ingénierie financière à l'Amrex, oui, ils ont passé à travers la meurtre, puis pour eux autres, c'est rendu un langage assez habituel qu'ils entendent, mais il y a beaucoup de gens, vraiment, qui écoutent en ce moment, qui n'ont jamais fait ça, là, qui ont fait peut-être une couple de cours pour utiliser un chiffrier puis déterminer un MRN puis un TGA, mais là, la vanne, le TRI, les autres ne comprennent absolument rien là-dedans. Fait ramenons ça pour eux, puis de faire comprendre que finalement, la vanne, le TRI, c'est des ratios qui sont basés sur le concept que si tu m'offres 20 $ dans 3 ans, 20 $, c'est pas 20 $. Faut que j'escompte ce 20 $-là. En anglais, on va dire, on va discount le cash flow. Exact. Il faut l'escompter pour le ramener en dollars d'aujourd'hui. Puis ça vaut combien en dollars d'aujourd'hui? Parce que il y a différents concepts, mais ça fait en sorte que, le 20 $ dans 3 ans, est-ce que je vais réellement l'avoir, le 20 $ dans 3 ans? Est-ce que je vais être vivant? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas être vivant? Je ne sais pas. Est-ce que... Tu vas être fauché? Je vais être fauché. Toi, tu vas être fauché. Tu vas être capable de me le payer. Tu vas tout l'avoir. On ne sait pas. Donc, pour cette raison-là, en réalité, il vaut pas 20 $ aujourd'hui pour moi. Fait qu'il faut être capable de ramener la valeur de tout ça. Puis, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est quand on analyse un immeuble, on analyse les cash flows, on analyse la capitalisation, même la disposition, le jour qu'on décide de vendre ou refinancer, qui est une sorte de disposition. Mais on veut toujours ramener ces montants-là qui sont peut-être à l'année 1, 2, 3, 4, 5 et même plus encore, puis essayer de ramener tout ça en valeur d'aujourd'hui pour être capable de comparer ensuite cet immeuble-là avec un autre immeuble
Et là, vraiment, savoir... Comparer OK, des pommes avec des pommes. on compare des pommes avec des pommes, là, c'est clair. Là. Ouais. Non, exact. Puis souvent, ce concept-là d'actualisation, c'est pas instinctif pour les gens parce que c'est un peu l'opération contraire. Tout le monde est habitué de dire l'exercice. Je capitalise. Mon oncle va à la banque et dépose 1 000 $ par mois, puis fait un taux d'intérêt de 5 % là-dessus. Combien à l'année 5, combien il va avoir accumulé? C'est ça. Mais là, c'est l'opération contraire. C'est de dire, si j'arrive aujourd'hui puis je mets 100 000 $ à la banque, OK, peut-être je vais avoir 150 000 dans 5 ans, un taux d'intérêt donné. Là, c'est l'opération contraire. C'est de dire, je vais recevoir 150 000 dans 5 ans. Combien ça vaut aujourd'hui? Ouais. Parce que j'aurais pu, dans le fond, je veux savoir combien. Aujourd'hui, ça vaut moins parce que je peux l'investir. Ouais. Il y a une notion de risque aussi, comme tu disais, une probabilité de défaut, une probabilité de ne pas revoir cet argent-là parce qu'il y a de l'incertitude à recevoir un montant dans 5 ans. Donc, c'est un concept que je comprends qui n'est pas... en général, si tu n'as pas une certaine base en finance, puis même les gens qui font les cours de maths fine à l'université... Ils comprennent pas vraiment. Puis quand ils le comprennent, une fois qu'ils le comprennent, c'est pas une seconde nature Ouais. ou c'est encore contre-intuitif. Là. C'est désolant parce que pour un investisseur immobilier multilogement aujourd'hui, c'est tellement un outil puissant, c'est tellement une manière d'avoir un avantage concurrentiel, non pas seulement contre les autres investisseurs, mais contre soi-même également. Parce que, tu sais, juste la simple décision de quand est-ce que je referme les fenêtres, quand est-ce que je vais sortir le mazout de là, quand est-ce que je vais rénover mes cuisines, puis juste ces décisions opérationnelles-là qui Exact. sont clés devraient être déterminées par la vanne ou le TRI, finalement. exactement. Sauf que le monde le font pas. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, dans une émission, on n'ira pas réussir à expliquer pourquoi que c'est essentiel, mais c'est super applicable. Là. C'est pas de la théorie d'université qu'on fait en ce moment. Là. C'est vraiment de l'application day-to-day pour décider quand est-ce que j'améliore mes immeubles et jusqu'à quel montant que je peux les améliorer si ça me donne tant d'augmentation de revenus. Peut-être que je vais repousser ma toiture ou peut-être que je vais repousser mes fenêtres d'1 an ou 2 ans parce que ça va améliorer le rendement que j'ai sur mon acquisition de 1,2 %. Tu sais. Oui, Ça puis peut être- ça si peut les être gens bon. ils disent comment ça, de repousser mes fenêtres de 2 ans, ça change quelque chose sur ma rentabilité, mais c'est toujours le principe de la valeur de l'argent dans le temps, c'est que, mettons que ça coûte 20 000 $, changer, je lance des chiffres comme ça, Ouais. là, puis que ce 20 000 $-là, au lieu de le dépenser à l'année 2, tu le dépenses à l'année 4, ben pendant ces 2 années-là, cet argent-là, tu peux l'investir, puis il va faire des petits, puis ça va peut-être être 25 000 au moment que tu as fait tes fenêtres, Ouais. dans 2 ans quand tu vas les refaire. Puis là, il va te rester de l'argent de plus. Dans le fond, c'est... Bon, 20 000 dans c'est- 2 ans, il vaut plus cher que dans 4 ans. Exact. Fait Fait que, dans le fond, le but pour les investisseurs, c'est pas de devenir des mathématiciens, Non, des c'est actuaires, clair, c'est clair. mais c'est juste de saisir la valeur de l'argent dans le temps. Après ça, de dire, OK, plus je repousse une dépense dans le temps, Ouais. sans négliger, là, le but, c'est pas de négliger ses locataires, mais plus que dans la possibilité, dans la mesure que c'est possible, je repousse une dépense dans le temps et que je ramène des revenus plus tôt, par exemple un refinancement, de refinancer aux années au lieu de refinancer aux 5 ans. C'est là que tu crées de la valeur puis que tu fais bouger ton argent. Donc, c'est pas de devenir des mathématiciens, mais c'est vraiment de saisir la valeur de l'argent dans le temps. c'est comme je me dis dans les cours d'ingénierie financière, tu sais, en bon québécois, là, on peut pas vraiment fourrer l'impôt. On peut pas fourrer la mort, mais il faut être capable un peu de fourrer le temps finalement, parce que on n'a pas 200 ans pour devenir millionnaire ou d'exa-millionnaire ou hecta-millionnaire. Fait qu'il faut trouver une manière de fourrer le temps puis de s'enrichir le plus rapidement possible. Puis exemple, un bon exemple de ça, c'est que là, on parle beaucoup de comparer des projets. Je veux Ouais. comparer des immeubles. Ouais. Mais juste sur un immeuble, puis ça peut s'appliquer autant, là, on parlait beaucoup des dépenses, quand les mettre dans le temps, mais juste le financement d'un immeuble. J'ai un immeuble aujourd'hui, le gars me propose une balance de prix de vente, j'ai l'option de ça, j'ai l'option de me financer à telle ou telle banque. Juste ces choses-là vont impacter parce que, par exemple, balance de prix de vente, ça réduit ton cash down. Fait que Ouais. la dépense initiale est plus petite. C'est sûr que sur ta vente, ça va avoir un impact positif. Ouais. Après ça, par exemple, il y a des bonnes chances que si tu es 100% leverage dans un immeuble, que tu aies des cash flows négatifs par la Ouais. suite. Encore une fois, la vente Mais va ton taux de rendement démontrer interne va être probablement encore super bon. probablement plus meilleur, puis la vente va probablement être meilleure. Ouais. Mais là, encore aujourd'hui, sur Facebook, les gens parlaient « Moi, j'achète pas un immeuble si c'est pas cash flow positif. Ouais.
Mais encore là, la vanne te dirait pas ça. Ouais. Si tu fais l'exercice comme il faut, tu vas voir que même si tu as d'un cash flow négatif, puis là encore là, ça revient au profil d'investisseur, pas tout le monde qui peut assumer ça, mais dans la mesure que tu es capable de l'assumer, puis que c'est une décision consciente, ça fit avec moi, puis je veux maximiser mon rendement, j'accepte un cash flow négatif, mais ultimement, à cause de la façon que j'ai financé ça, Parce que je cherche, bien exemple, meilleur. un vrai 12 de rendement. Puis ben, sur mon taux de rendement interne, qui lui est un taux de rendement. le vrai, là. Le vrai, là, en fait, pas un taux annualisé comme les gens utilisent souvent. là. J'entends souvent le monde dire moi, je sais comment calculer mon rendement. Puis là, OK, parfait, montre-moi ça. Puis il calcule un taux de rendement annualisé c'est comme dire le prix par porte, finalement. Là, ils sont dans le champ complètement. Mais bref, ton taux de rendement interne va te dire, finalement, ben, écoute, je l'ai le rendement espéré. J'ai le rendement que je veux aller chercher. C'est juste que faut que j'assume, exemple, dans ce cas-ci, une rentabilité négative peut-être dans les premières années. C'est sûr que si tu gagnes 20 piastres de l'heure, puis que tu n'as pas l'épargne, tu as mis toute ton épargne comme mise de fonds, tu ne seras pas capable de le faire. Exact. Puis je suis d'accord, c'est pas une bonne acquisition. Non, exact. Si tu es actuaire, c'est peut-être une bonne décision. Il y a Si t'es peut-être même un médecin, avantage fiscal, tu sais. Non, exact. Non, c'est ça. Puis c'est là que ça revient vraiment au profil d'investisseur. Puis qu'à chaque personne, ça va être différent. Mais vraiment des leçons à retenir de ça, la valeur de l'argent dans le temps, c'est d'analyser les chiffres puis de faire l'ingénierie financière de façon à regarder les vraies affaires. De pas tomber dans des absolus de si c'est pas de même, je l'achète pas, si c'est pas tant de la porte, si c'est pas cash flow positif, je l'achète pas. Parce que dans le fond, c'est là qu'on peut passer à côté des bonnes opportunités. Puis même le financement, je reviens à ça, mais quand tu regardes sur un même projet, c'est pas juste de dire OK, j'ai choisi ce projet-là, mais maintenant, j'ai mon chiffrier qui me calcule ma vanne pour moi. Ouais. Il est solide, je sais qu'il fait les bons calculs. Je commence à jouer un petit peu. Puis c'est comment ma façon d'optimiser, pas juste l'immeuble, mais le financement, chaque étape de la détention pour maximiser mon rendement. Puis Absolument. après ça, guider. Puis ultimement, après ça, on va rentrer dans les notions de gestion de risque. C'est super important dans l'immobilier d'aujourd'hui. Tu le disais, tu le dis souvent d'ailleurs, de gérer son risque parce qu'on n'est pas dans le même environnement qu'on était v'là 10, 20 ans. C'est un nouvel environnement. Et on peut encore faire de l'argent, mais c'est là qu'il faut être ingénieux, il faut bien gérer son risque. Puis des fois, comme moi, l'acquisition que je travaille en ce moment, je vais me prendre un taux de 10 ans sur la SCHL probablement. Il y en a qui regardent, voyons donc, 10 ans, tu retouches pas ton argent. C'est de la gestion de risque. Je lock un taux, puis je suis sûr que si jamais les taux d'intérêt ils bougent d'une certaine façon qui font pas mon affaire, Ouais. ben je vais quand même être protégé, puis je vais... Tu sais, c'est tout de même des concepts que nous, on parle en finance de value at risk. Dans le fond, là, la pire chose qui peut t'arriver là, dans les 5 pires percentiles de ta distribution, de dire là si c'est la pire chose qui m'arrive, c'est ça ma perte. Ben, tu sais, de savoir ces choses-là. Puis là, des fois, c'est dur à paramétrer en immobilier, mais là, de commencer à faire des tests. Là, j'ai mon acquisition. Ouais. J'ai trouvé la meilleure façon de le structurer pour maximiser ma vanne. Si les taux d'intérêt montent de 2% puis que ma valeur économique au refinancement en 5 ans n'a même pas augmenté, elle a diminué pour X raison, c'est quoi mon rendement? Parce que si tu avais pris le 5 ans, peut-être que tu aurais été chercher 15 de taux de rendement interne. Mais peut-être aussi que tu pourrais te ramasser 8 dans le cas des situations. Puis le 10 ans, ben lui, il fait juste te garantir un 12. Fait que c'est comme, est-ce que tu y vas pour le 12 garanti? Ou un 15, que tu as dis, peut-être un 8, que tu as c'est peut-être ça. un 6, que tu as C'est peut-être ça, le un value 10. at risk, finalement. Exact. Ouais. Donc, même la vanne, le TRI, c'est des outils à incorporer dans sa gestion de risque. Je crois que c'est pas encore ce qu'il y a de plus développé dans le milieu de l'immobilier au Québec en ce moment, Ouais. mais On travaille fort là-dessus en ce moment. on travaille fort là-dessus, puis les investisseurs vont gagner à utiliser des méthodes de gestion de risque plus modernes qui sont appliquées dans la gestion de portefeuille par des... Partout sauf dans l'immobilier. Exact. Partout sauf dans l'immobilier. Puis ça, c'est un autre parallèle important que je réfléchis souvent. Non, c'est ça, un autre parallèle, c'est que souvent l'immobilier, c'est regardé d'une façon, je ne veux pas utiliser le terme dinosaure, ça peut être offensant des fois pour certaines personnes. Toi, je sais que t'aimes ça. Mais... Quand tu parles de prix par porte, c'est un terme ben dinosaure. Là. c'est que C'est dans un le terme fond, de il y a pas... bronchosaure. Le bronco. Pas de dents. Un bronchosaure qui n'a même plus de dents. Mais dans le fond, c'est qu'on regarde le marché des actions, comment que c'est évalué par plein d'analystes, puis comment ils regardent les choses. Le marché des obligations. Ça, c'est tous des actifs financiers que tu payes, tu mets de l'argent de côté, puis tu vas recevoir une série de cash flow futurs. Ouais.
on strip tout le reste, là, le nom. Ultimement, c'est je renonce à mon argent aujourd'hui, je le place en quelque part, puis je vais recevoir une série de cash flow au futur. Tu as des actions avec des dividendes, tu en as qui n'en ont pas. Tu en as qui ont plus de potentiel de croissance, tu en as qui en ont moins. C'est juste une série de cash flow. Un immeuble, on va rester dans le 6 portes et plus, tu achètes une machine à cash flow. C'est clair. C'est ça que c'est. C'est pas différent d'une obligation que d'une action, mais pourtant, dans l'analyse, par les gens, c'est traité différemment. C'est quoi du cash flow? Ils pensent que c'est le cash flow juste cette année. Ils analysent un immeuble comme si c'est cette année qui va se répéter à jamais. Exact. Une autre chose, j'ai dû m'adapter en immobilier. Le monde disait le cash flow. Moi, je pensais à tous les cash flows possibles, mais le monde, il parle de la trésorerie annuelle. Oui. Tu sais, on parle là, de concept de vente, de TRI, et on dit tout le temps le terme d'ingénierie financière. Mais concrètement, pour quelqu'un là, qui entend ce mot-là, c'est quoi que ça veut dire, le vrai sens de l'ingénierie financière? C'est quoi que ça comporte? C'est quoi concrètement que ça... Vraiment, ben, l'ingénierie financière, c'est vraiment d'être... Je veux pas que les gens comprennent mal le terme créatif, mais c'est d'être créatif avec les chiffres, de faire bouger des chiffres, de faire bouger des actions qui font bouger les chiffres, qui donnent ultimement le résultat que tu veux au niveau de ton rendement. Ultimement, c'est un rendement. Mais un ingénieur en structure de bâtiment, justement, il va jouer avec des matériaux différents, tout quand on utilise le terme d'ingénierie en informatique, c'est des systèmes de code informatique qui ultimement bâtissent des programmes, qui ultimement... En ingénierie financière, c'est de savoir les actions ont des conséquences sur les chiffres. Ces chiffres-là ont des conséquences sur le chiffre ultimement que tu veux calculer, ta rentabilité, ton rendement, puis de comment être créatif dans ce sens-là pour, dans le fond, bâtir là, ton système financier, parce que ton parc d'immeubles, c'est un système financier qui produit des cash flows, puis tu veux... C'est d'être capable de manier les mathématiques, de faire une manipulation des chiffres, comprendre que les chiffres, il y a moyen de jouer avec ces chiffres-là. Puis tu sais, on utilise justement l'outil de la vente, du TRI, pour pouvoir faire ce type d'analyse-là. Toi, quand tu fais, exemple, des analyses de projet, c'est quoi ta projection, ton horizon de temps? Si un investisseur immobilier veut savoir justement, OK, on utilise la vente de TRI, mais... Un 6 logements, mettons. Oui, un 6 logements que tu Combien de temps? Souvent, je vais le faire sur 5 ans et sur 10 ans. Puis je vais regarder. Vraiment, je vais focusser mon analyse sur le 5 ans, mais après, je vais aussi regarder sur le 10 ans. Plus loin que 10 ans, sur un produit comme l'immobilier, ça commence à être hasardeux de projeter plus loin. Nous, on fait 50 ans sur des assurances-vie ou des régimes de retraite, mais c'est pas le même horizon, puis c'est pas la même prédictabilité là, à un moment donné. C'est pas les mêmes outils, parce que là, tu rentres dans des affaires comme le Crystal Ball, tu fais de la modélisation. Non, exact. C'est le Monte Carlo, puis c'est pas vrai que les investisseurs immobiliers qui achètent un 6 logements vont commencer à faire du Monte Carlo. Là. Non, exact. Mais sur un parc immobilier plus gros, c'est là qu'on pourrait le faire. Absolument. Mais sur l'horizon d'investissement, ce serait vraiment 5-10 ans. Moi, je regarde sur 5 ans, premièrement. Mais après, je vais aussi regarder sur 10 ans. Je vais regarder les refinancements possibles. Dans un horizon de 5 ans, si je peux refinancer à l'année 1, à l'année 2, dépendamment de la valeur qui peut être créée. Puis les balances de prix de vente, on a fait justement un épisode sur les balances de prix de vente. Puis dans la vanne, le TRI, justement, la BPV vient impacter quand même énormément le calcul. Là. Énormément. Il faut voir la BPV, on dit toujours de faire attention à il faut que la plus-value de l'immeuble puisse backer ta balance de prix de vente. Il va falloir qu'elle soit remboursée à un moment donné. Mais, encore une fois, la balance de prix de vente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ton cash flow négatif initial, qui dans ta vanne pénalise beaucoup, puis le reporte plus loin dans le temps. Parce qu'il va falloir que tu sortes cet argent-là de tes poches à un moment donné. Si je mets 200 000 de cash down sur un 6 logements, il va falloir que je le paye à un moment donné. Mais si je le paye dans 5 ans, au lieu de le payer aujourd'hui, encore une fois, je repousse une dépense ou un investissement, une sortie de fonds, parce que quand la vente, c'est les sorties de fonds versus les entrées de fonds. Parce qu'en fait, ça a un impact considérable. Quand on comprend la vente, le TRI, quand on comprend vraiment le concept du temps autour de l'argent, ce qui, comme je le répète, là, c'est essentiel. Si vous écoutez en ce moment des gens qui écoutent cette émission-là, là, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit aujourd'hui, sérieux, là, puis que vous voulez acheter des blocs, là, il y a un mur qui s'en vient. Je suis désolé de vous le dire, là, il y a un mur qui s'en vient. Vous avez le choix. Apprenez-le ou apprenez-le pas, parce que si vous ne l'apprenez pas, on va les ramasser vos immeubles, il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir. Mais au niveau de la vanne, au niveau du TRI, puis tout ce concept de temps-là, on se rend compte que le pas de mise de fonds qui a été avancé pendant tellement longtemps, ça n'existe pas, le pas de mise de fonds, c'est un mirage, ça.
la réalité, c'est qu'on reporte la mise de fonds. Tu peux pas acheter pas de mise de fonds. Puis il y a plein de monde qui disent « j'ai acheté ça, pas de mise de fonds, tout ça. » OK, parfait, explique-moi ta transaction. Tu sais, comme une balance de prix de vente, même si c'est à 100%, ça reste qu'il y a une mise de fonds. C'est une mise de fonds reportée. La mise de fonds, elle vient de quelque part, elle vient des cash flows que le bloc t'aurait normalement donné si tu avais acheté qu'une mise de fonds. Sauf que là, tu les auras pas parce que tu vas les avoir momentanément dans 5 ans au refinancement pour repayer ta balance de prix de vente. Fait on peut reporter les mises de fonds, puis ça, c'est de l'ingénierie financière. Exact. Si on reporte les mises de fonds le plus possible pour améliorer notre taux de rendement puis s'enrichir le plus possible de cette manière-là. Non, exact. Puis même une balance de prix de vente, la question qu'il faut se poser, c'est parce qu'il n'y a pas un vendeur qui va te laisser une balance de prix de vente au prix du deal que tout le monde s'attend à avoir le deal. C'est clair. Le prix va être gonflé en fonction de ça parce que c'est comme... C'est une prime. Oui, c'est un prêt qui te font souvent entre 3 et 6 %, mais le coût, il est plus gros que ça. Eux autres, ils vont vouloir monter leur prix pour renoncer à cet argent-là pendant le temps. On pourrait quasiment dire que c'est un taux d'intérêt implicite, mais la plupart des gens, après ça, c'est de savoir ma balance de prix de vente. Moi, je serais prêt à payer plus cher un immeuble que la valeur du marché si j'ai une balance de prix de vente aux bonnes conditions qui repose loin dans le temps. Absolument. Encore là, c'est pas de regarder les choses en absolu. Je vais le passer dans mon chiffrier, je vais regarder les calculs, je vais regarder l'ingénierie financière. Ça peut être très dangereux si tu comprends pas la valeur de l'effet du temps sur la valeur de l'argent. C'est là que les balances de prix de vente peuvent devenir dangereux. Puis on en voit du monde qui se sont mis des balances de prix de vente, puis ils comprennent pas ça, puis ils arrivent à des refinancements. Non, exact. Ils vivent l'enfer, finalement. Là. Non, ça, une balance de prix de vente, ça peut te propulser comme ça peut te couler. Comme le levier peut te propulser puis te couler, parce qu'ultimement, c'est du levier que tu prends quand tu fais une balance de prix de vente. Exactement. On fait du time... on est finalement des voyageurs. Pas du time sharing. Pas du time sharing. Non. Moi, je suis dû pour un voyage. Moi aussi, je suis dû. Ouais. Fait que ça nous amène aussi au concept de... tantôt, tu disais, ta vanne ou ton TRI, tu la regardes sur 5 ans, 10 ans. Puis tu disais que c'est hasardeux d'aller plus loin que ça. Pourquoi c'est hasardeux? Les gens qui écoutent, comment... Parce que moi, j'en vois du monde qui sortent des analyses de blocs là, dans différents chiffriers ou différents outils. Là, puis ils sont tout impressionnés parce qu'ils sont là, regarde mon analyse, elle est vraiment sa coche. J'ai une analyse sur 25 ans. Il fait du 35 % de rendement. Non, mais la raison est simple, c'est l'incertitude autour des cash flows futurs. Au-delà de 10 ans, puis encore là, tu sais, je disais, même nous, on fait des projections de 50 ans, là, mais même sur une rente viageur aujourd'hui, là, on est très hasardeux en projetant plus que 10-20 ans, avec toutes les améliorations de la mortalité qu'il y a dans le futur. S'il y a une cure au cancer demain, ça change toute ta projection de mortalité, de longévité. C'est la même chose en immobilier. L'environnement économique, dans 10 ans, ça va être quoi? Je sais pas, moi. Après ça, on rentre quasiment dans le futurisme. Mais si c'est des imprimantes 3D qui bâtissent les sixplex, là, puis que le coût de la construction dans 15 ans descend de beaucoup, ça fait toutes sortes de choses. C'est rendu hasardeux après ça de projeter plus loin que ça, parce que, surtout aujourd'hui, où que le monde change ultra rapidement. Ouais. La déviation de la moyenne est trop grande. Exact. Oui, tu penses que tu dis sur 25 ans, regarde, j'ai 15 % de rendement. La vérité, c'est que ça pourrait être un échantillon ou un spread de 2 à 20 %. Finalement, tu sais pas vraiment c'est quoi ton rendement. Fait qu'il faut pas calculer plus loin que 10 ans. Même nous, les actuaires, avec les projections qu'on fait, s'il y a une certitude qu'on sait, c'est qu'on va se tromper. C'est clair. C'est sûr qu'on sera pas dessus. On essaye dans les outils qu'on a, d'être le plus précis possible, mais on sait que ça tombera jamais comme on l'a prédit. Ben, plus que tu vas dans le temps, puis dépendamment de ce que tu analyses, souvent la mortalité, on a réussi à projeter dans 50 ans parce que c'est quelque chose qu'à travers, surtout au 20e siècle, c'est assez stable. Là. Il y a eu des améliorations de mortalité, mais tu prends les années 60, puis aujourd'hui, les gens ils vivent à peu près jusqu'au même âge. Les taux de mortalité se sont améliorés graduellement, mais en même temps, tu as les gens qui fument la cigarette, tu as eu des problèmes d'obésité, ça a été assez stable. Mais il n'y a pas tout comme ça qui est stable. Puis après ça, ça reste une projection dans le futur. Est-ce que ça va se réaliser? Plus c'est loin, plus il y a de l'incertitude. C'est pour ça que je limite ça. La conclusion, c'est vous êtes investisseur immobilier, prenez le temps d'apprendre un minimum d'ingénierie financière, de comprendre des concepts de taux de rendement interne, de comprendre la valeur actualisée, la valeur future, de comprendre la différence entre les deux, l'actualisation, la capitalisation. Puis faites pas des analyses sur plus que 10 ans parce que c'est juste, ça vaut même pas le papier sur lequel c'est imprimé, finalement.
Puis avec ça, ben, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour les gens qui sont capables de maîtriser ces outils financiers-là. Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Fait que si vous voulez être capable de les voir, ces opportunités-là, il faut être capable de mettre des lunettes 3D parce que finalement, le multilogement, si on fait un parallèle, le monde du multilogement est en train de rentrer dans un monde 3D alors qu'avant, avec le prix par porte et le TGA, c'était un monde un peu 2D. C'était correct. Là, ça te prend tes lunettes d'ingénieur financier pour voir le 3D. Et si vous faites ça, il va y avoir des belles occasions. Il va y avoir des gens qui vont se bâtir des belles fortunes, qui vont atteindre leurs objectifs en multilogement, autant à Québec qu'à Montréal, qu'à Sherbrooke, Shawinigan, peut-être pas. on ne tapera pas sur le coup de Shawinigan aujourd'hui. Là. On a assez tapé dessus dans d'autres conférences, dans d'autres cours, mais bref. Fait que je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir une couple de personnes qui ont des cerveaux en train de surchauffer puis de brûler, qui nous écoutent présentement. Fait qu'on va les laisser aller mettre un peu d'eau là-dessus, puis peut-être réécouter l'émission 2-3 fois pour être sûr de tout bien saisir. Puis nous, on va se revoir dans les cours d'ingénierie financière et également à la Meurthe. Donc, Kevin, Philippe, j'aimerais ça vous remercier d'avoir été là. Merci, Phil. Pour les auditeurs, on vous revoit. Vous allez nous revoir, nous entendre la semaine prochaine à encore un autre épisode de Retour sur l'investissement présenté par MREX. Merci, les semaine. gars. Merci, bonne semaine.